C'est vos 3 heures d'information en continu sur votre CPAM, le 1410 AM. On est également sur CPAM TV. Bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est le www.cpam1410.com. Et pas moyen de nous rater puisqu'on est sur votre téléphone. Le 438-804-5520. Junie Limage est avec nous en soutien technique et à la recherche. On devrait rejoindre Jean-Ernest Pierre dans quelques instants. On ne sait pas si Jacques va être avec nous également. C'est la faute à Junie parce que Jean-Ernest Pierre est déjà là. Jean-Ernest Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Emmanuel Pierre, ça va bien? Ça va bien, merci. Toi-même? Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Absolument. Et ces jours-ci, ta formule vaut de l'or. Pas vaut de l'eau? Non, vaut de... Ah, mais j'ai pas pensé à de l'eau. Ta formule vaut de l'eau. Oui, l'eau est précieuse, hein? Beaucoup plus que l'or, c'est vrai, absolument. Ouais. Jacques, oui, mon cher. Jacques Bourgeois, bonjour Jacques. Bonjour à toi, grand chef du matin. Ouh là là, là, il nous fait sentir qu'il pète le feu, qu'il est en forme. Ah, je pète le feu. Ce matin, oui. Ça veut dire que les nouvelles sont bonnes. Et ça veut dire, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par bon, là. Mais ce matin, je vais bien. Oui, mais parce que... Donc, les nouvelles que j'ai eues depuis déjà un certain temps, c'est que c'est comment on dit ça, incurable. Et je suis actuellement suivi en soins de fin de vie. OK. Mais la fin de vie, ça ne veut pas dire que ça finit demain matin. C'est ça. En tout cas, c'est ce que j'espère bien. Et on va... Dans mon cas, on ne peut pas... j'ai un cancer qui est extrêmement rare et qui est environ à 1 par million d'habitants. Alors, on n'a pas de statistiques. Ça peut aller de une semaine, comme on m'a dit, de 5 semaines à 5 ans. Oui. Je sais que ça me ronge encore parce que vous, ça paraît pas à la télévision, là, mais il y a des mots que j'ai de la misère à prononcer déjà. Peut-être que vous en apercevez. Mais... Non, pas vraiment. Non, non. Et puis, Jacques... Je ne suis plus capable de siffler les belles jeunes filles qui passent dans la rue. Donc, je suis impotent. Et puis, plus que jamais, Jacques, on va prendre chaque jour le goût du meilleur. Ben voilà, c'est ce que je me dis. Des bouts, c'est un peu décourageant, mais d'autres tantôt, comme maintenant, là, je me dis, regarde, là, si ça dure 5 ans, je vais en profiter au moins pendant 5 ans, tu sais. C'est ça, c'est ça. Et ça dure, ben, je pense pas que ça dure juste 5 jours, là, mais toute façon, chaque journée, il faut que j'en profite au maximum. Et puis, nos portes sont ouvertes, tu le sais, Jacques, même que tu sois avec nous en chair et en voix. Quand tu n'es pas avec nous en chair et en voix, tu es toujours avec nous en esprit. Voilà. J'ai plus de difficultés à sortir, à conduire, par exemple, surtout le soir où fait que je sors moins. Oui. Je prends ça plus aisé de certains côtés, mais je suis bien content de vous rencontrer le plus souvent possible le matin. Absolument. Hier j'ai eu, en passant la musique de Leonard Cohen, une Alléluia de Leonard Cohen, j'ai eu une pensée pour quelqu'un qui était beaucoup moins longtemps avec nous, mais qui était très invasif et qui est resté avec nous, Pascal Poudrier. Et j'ai eu une petite pensée pour lui hier en diffusant la musique, parce que dans cette famille, Jacques, qu'on a constituée au cours des dernières années, on ne se sépare pas. Absolument. On se marie pas. On rallie la famille, on se marie pas. Donc on se sépare. Pour marier, on peut se séparer. Je ne ferai aucune allusion ce matin, Jean-Ernest. On peut se séparer. Mais c'est important. Les êtres humains que nous sommes restent liés. Non, mais
Oui. Pour Alors, avoir des... Oui. Jacques, ce qui est important, en plus de ce que tu apportes à l'émission, oui, on aurait pu avoir d'autres personnes à apporter ce que tu apportes, bien pire ou bien mieux, etc. Mais on pourrait avoir du contenu de ce côté-là. Mais ce que tu apportes à cette émission, à partir du moment où tu dévoiles que tu vis sur du temps emprunté, c'est vraiment une pédagogie extraordinaire pour des gens qui souffrent des petits bobos et qui s'en plaignent, alors que ces gens-là ont une espérance de vie sur 20, 50 ans, etc., mais se plaignent de petits mots, alors que à toi, ils l'ont dit ouvertement. Et c'est ton attitude aussi, la capacité d'accueillir la nouvelle et de vivre pleinement le temps qu'il te reste à vivre. Mm. C'est extraordinaire. C'est une leçon que tu apportes là et à moi également. Et tu sais, Jacques, tu n'es pas le seul. Nous avons un autre confrère dont on ne citera pas le nom à la radio parce que lui, il ne l'a pas dit ouvertement. Ouais, bon. Et qui Il en a fait allusion assez souvent. non, mais qui traverse. Ouais. Je parle pas de celui que tu connais, toi. Ah, ok. Je parle de quelqu'un que tu ne connais pas, Jean-Emmanuel, Ok. qui est en train de traiter 3 types de cancers, dont un cancer du poumon. Et la première journée qu'il est arrivé à me dire ça, et me dire, mais j'ai, voilà, été diagnostiqué de 3 cancers, dont un cancer de poumon. Mais je vais vivre, hein. Mais non, moi, je vais vivre. Le combat. Et il est en train de mener son combat. Ça fait au-delà d'1 an qu'il prend des traitements, etc. Et vraiment, je le vois aller de mieux en mieux. Et ça reste encore aussi un modèle de courage pour moi. De rencontrer des gens comme ça, comme toi, Jacques, comme mon autre, comme celui qui en a fait allusion à la radio, mais discrètement, là, c'est quelque chose. Mais, Parce que nous, on ne sait jamais parce que personne n'en est exempt, hein, n'est-ce pas? Exactement. Mais l'idée, c'est qu'on a tous une date de préremption. Et même moi, je la connais plus que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas meilleur avant pour un autre que pour moi. Là. Absolument. Le secret, si je peux en donner un, là, parce qu'ici, je côtoie beaucoup de gens aussi qui vivent les mêmes choses que moi. C'est une résidence pour personnes âgées. Fait que les personnes âgées, on a une résidente ici qui a fêté ses 100 ans le 24 juillet, puis elle est en partie depuis ce temps-là. Elle est en bonne santé, mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Mais je vois des gens qui sont découragés, puis là, et moi, ça me décourage pas parce que moi, je crois très sincèrement que je suis éternel. Et Dieu m'a créé éternel et je suis éternel. Donc, moi, je ne mourrai pas. Je vais mourir pour les gens qui restent. Mais moi, je vais continuer de vivre dans un autre format de vie qui est on n'est pas trop sûr. Là, je réfléchis beaucoup là-dessus de ce temps-là. Mais ce qui vraiment m'encourage, c'est que pour moi, la vie va continuer, mais différemment, voyez-vous. Et on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, Jacques. Quand je dis la vie est toujours belle, la vie va bien, etc., c'est que oui, on aime la vie parce que c'est ce qu'on a vécu toute notre vie, la vie. Hein? On regarde la vie, on mord dans la vie à pleines dents, et puis on aime les gens autour de nous, on s'accroche à nos gens, on s'accroche à nos biens également, des biens terrestres, et puis puisque là où on s'en va, on n'a qu'à s'imaginer que ça peut être mieux
que la vie qu'on mène sur Terre, mais pour l'instant, on dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est ça l'inquiétude de la mort, de la vie dans l'au-delà, etc. On a des inquiétudes, on ne s'en cachera pas, et c'est pour ça qu'on s'accroche à la vie sur Terre. Mais arriver à faire cette démarche et parvenir à comprendre qu'il doit y avoir autre chose et que c'est des gens qu'on va laisser sur cette terre, mais qu'on va avoir une autre vie, Jacques, et vivre les quelques jours, les quelques mois et les quelques semaines qui nous restent à vivre pleinement. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'il y en a qui meurent automatiquement qu'on leur annonce une maladie incurable. Ils meurent déjà parce qu'ils sont tellement découragés qu'ils en meurent. Mais on prend le temps d'en parler ce matin, j'en suis fort aise, parce que ce que je trouve malheureux, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'avec la mort, on joue à l'autruche, comme si ça n'existait pas. Jamais on ne prend la peine de s'arrêter puis d'en parler parce que on devrait le faire parce qu'on va tous le vivre. Peu importe, il y en a qui meurent à l'âge de 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans. Ma mère est morte à l'âge de 44 ans. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Aujourd'hui, on vit plus longtemps, mais il y a encore des gens qui meurent à 40 ans ou à 50 ans d'un cancer ou de quelque autre maladie. Et c'est tellement vrai. Ce sont les deux faces d'une même médaille, la mort, la vie et la mort. On est avec le contrat la finalité. Dis ça comme ça. C'est ça. On est avec la finalité de la mort. Okay? Absolument. Et Jacques, comme tu l'as souligné, moi j'ai vécu les différentes étapes. J'ai perdu ma mère elle avait 42 ans. Quand elle est morte, une erreur médicale. J'ai perdu mon dernier frère, le plus jeune de la famille, qui était à l'approche de la quarantaine, dans la jeune quarantaine, à peu près l'âge de maman d'ailleurs. Il avait 41 ans. Et je viens de perdre mon père. Je viens d'enterrer mon père il y a 48 heures maintenant. Papa allait avoir 90 ans. Mais quel que soit l'âge, quel que soit le moment, quelle que soit la chance que la vie t'a donné, nous a donné de vivre avec cette personne, on ne s'habitue jamais au fait que cette personne puisse partir d'un moment à l'autre. Et je crois que que j'ai peut-être fait aussi le choix de ne pas penser à la mort. Mais ça ne veut pas pour autant dire, c'est peut-être parce que je sais que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais je ne pense jamais à la mort. C'est peut-être. Mais quand tu perds, comme toi, tu as perdu ta mère à 42 ans, ouais. Moi, je l'ai perdue, elle avait 44 ans. Ouais. Moi, j'avais 21 ans, je crois. Et pour nous, c'était une injustice parce qu'on était 7 chez nous. La plus jeune avait 6 ans. Et on voyait la mort comme une injustice, en fait. C'est ça, oui, c'est ça, comme un mauvais sort. C'est quelque chose qu'on t'enlève et tout ça, mais en réalité, c'est pas du tout ça. Jamais on s'est assis, on s'est chicané pour toutes sortes de raisons, mais à cause que ma mère était partie, puis tout le monde était, on vire un peu fou mentalement, on pense plus de la même façon. Mais si on s'était arrêté et n'en parlait vraiment, mais on faisait toujours extraction de la mort, du fait qu'elle était morte et on se sentait coupable de quelque chose, je ne sais pas en tout cas, et ça nous a enlevé beaucoup parce que la mort est restée un tabou, quelque chose qu'on ne parle pas. Aujourd'hui, on fait plus de deuil, hein? Quelqu'un meurt, bang, il est parti, on n'entend plus parler. On ne prend pas le temps de vivre le deuil puis de se questionner là-dessus. Jean-Ernest, je te laisse intervenir, mais une chose, tu sais, la chose la plus difficile, banale,
c'est quand, ma mère est morte, j'avais 10 ans, 9-10 ans, c'est euh, quand tu vas à l'église le jour de la fête des mères et que tu portais, je ne sais pas ici si on fait la même chose, Jean-Ernest, on portait Non, on fait pas ça. on portait la fleur rouge, ok? Pour la mère qui est vivante. Hommage à maman. Et qui est vivante. Qui est vivante. Et puis, moi, ma grand-mère, ce jour-là, m'a donné une fleur blanche que j'ai refusé de porter. Ah. J'ai plus porté de fleurs, de symboles de la fête des mères. Oui, tu disais, Gilles. Non, alors, je regrette un tout petit peu, des fois, l'équipe aurait été beaucoup plus complète si Asma était là ce matin, alors qu'on aborde un sujet extrêmement sérieux, mais parce qu'avec Asma, j'ai déjà parlé de ça avec elle, savoir que la mort fait partie intrinsèque de la vie. C'est le prolongement de la vie. Dès que tu viens au monde, Jacques l'a dit tout à l'heure, ben tu viens avec une date de péremption. Tu viens avec le contrat. Est-ce que tu sais c'est quoi la date? Personne ne le sait. Mais tu viens avec la date, donc c'est une finalité. Est-ce que j'ai peur de la mort? Oui, comme tout le monde, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, on s'accroche à la vie, on s'accroche aux nôtres et on va les laisser, ils vont nous quitter, etc. C'est dur, la séparation est brutale, la séparation. Mais dans le fond, on le sait au départ que on est là pour un certain temps sur Terre et ça devrait nous inciter tout simplement à être de bonnes personnes sur Terre, hein? À vivre, à essayer, en tout cas, à bien mieux vivre avec les nôtres, les gens qui sont autour de nous, parce qu'un jour ou l'autre, oui, ça va arriver fatalement pour chacun de nous. Bon. Il n'y a personne qui va vivre éternellement. Et ça, c'est une réflexion extrêmement importante quand on dit il n'y a rien d'éternel. Même ce qu'il y a de plus précieux sur Terre, la vie. Et puis ce que je souligne souvent, pourquoi il faut... Pourquoi tu dis? Jean-Ernest dit, il n'y a rien d'éternel, mais moi je crois que c'est une erreur de dire ça parce que Jean-Ernest lui-même est éternel et toi aussi. Sur cette terre, Jacques. Pas le seul. Alors on ajoute... Si on... Donc, je veux pas, c'est parce que moi, je réfléchis beaucoup là-dessus. Peut-être que je prends un petit peu de l'avance sur d'autres, sans vouloir me vanter, mais à un moment donné, quand on n'a rien que ça à penser, il faut y penser. Et moi, je pense que c'est vrai, puis qu'on a été créé éternel et tout est là en nous. Dieu nous a créés, tout est là. On a juste à se servir. Mais c'est ça, le goût du bonheur, le goût du meilleur, il faut aller chercher en toi c'est un peu... que Dieu t'a donné pour... Et c'est ça la vie. Donc la vie, c'est pas nécessairement sur la terre. Il faut donner de l'importance à notre esprit. Nous, sur la terre, notre problème, ça a été le mien pendant 60 ans, c'est de penser que c'est le corps et tout ce que je faisais, tout ce que je disais, le leadership et tout ça, c'est qu'on donnait l'importance au corps beaucoup, alors que j'aurais dû en donner plus à l'esprit. Bon, alors là, Jacques, je suis d'accord avec toi, mais très accessible, la dimension ésotérique ce matin de notre conversation, parce que effectivement, l'âme est éternelle. Et Jean-Ernest le sait, et c'est pour ça qu'il a parlé sur terre. Hein, rien n'est éternel sur terre. Et non mais tu as la surdimension. Là, on est dans la surdimension. Et mais s'il y a une chose auquel vous deux vous avez fait allusion, Jean-Ernest parlait tout juste du fait d'essayer d'être en paix avec nous-mêmes. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire, je crois que chaque être humain devrait être en paix avec lui-même. Parce que c'est plus difficile d'être en paix avec les autres. Mais au moins, tu sais que tu es en paix avec les autres. Parce que tu ne peux pas imposer... Tu es en paix avec toi-même, Jean-Emmanuel, tu vas être en paix avec les autres. Non. C'est parce que quand il y a la dimension de l'autre,
Non, l'autre peut ne pas être en paix avec toi, mais toi, c'est ce que je te dis. Avec lui. Oui, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est toi qui compte là-dedans. Oui, mais c'est une autre histoire aussi. Maintenant, ce que je voulais dire à Jacques, et c'est ça, un aspect culturel, tout aussi ésotérique, quand tu dis les autres peuvent t'oublier, ceux qui sont restés, tu as commencé par dire ceux qui sont restés peuvent nous oublier, etc. Eh bien c'est ça, à ce moment-là, pour dire que tu ne mourras jamais, mais justement, on peut leur manquer. Absolument, mais les autres aussi vont continuer à nous faire vivre au-delà du deuxième degré en pensant à nous. Et je disais l'aspect culturel, par exemple, dans mon Saguenay natal, Haïti, on vit avec ceux qui sont partis. Ils ne sont jamais morts. On dit qu'ils nous protègent. On partage le café le matin avec. On partage le rhum avec. Oui. Tu sais, c'est une constante dans notre culture. Et je crois que fondamentalement, ça, à la fois, nous permet de vivre avec, mais ça leur permet de continuer d'exister. Oui, mais quand on se met à penser à ça, puis à réfléchir, puis à regarder un peu partout, peu importe d'où notre culture et tout ça, on sent bien que on vient tous de la même place, de la même endroit. Et moi, j'ai lu des livres qui m'ont éveillé à ça, les livres de Jean Fissémé sur le voodooisme. On se rend bien compte que la différence entre, par exemple, la religion catholique et le voodooisme, c'est juste des noms, parce qu'on pense toutes la même chose. On a tous nos anges, on a tous nos démons, on a tous notre Dieu. Alors, moi, je pense que l'esprit est universel et on est tous liés par l'esprit. Il faut, plutôt que de se concentrer sur le corps et de vouloir faire toujours être égal du corps, il faut penser à être égal de l'esprit. Le corps, ça veut rien dire. Absolument. C'est l'enveloppe. Je vais te donner tout de suite, Jean-Ernest, mais par rapport à ce que Jacques a dit, tu sais que Jacques, le vaudou aussi, parce que tu dis, nous avons chacun notre Dieu, en parlant de religion. Mais le vaudou aussi. Croit au même Dieu. C'est une religion aussi monothéiste. Le même Dieu. Oui, et c'est comme la même religion, c'est juste les noms qui changent. Là, comme au niveau des saints, au niveau des saints, des intermédiaires. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Oui. Exactement. Puis pourtant, c'est des choses qui sont éloignées à première vue là, aux antipodes. Mais non, c'est pas aux antipodes tant que ça. Ça s'en va vers le même Dieu. Créateur. Absolument. Jean-Ernest, oui. Alors, moi, je dis qu'il faut qu'on mette plus d'emphase, plus de temps sur l'esprit. Hier, je jasais avec il appelle ça un curé, là, mais le monsieur qui s'occupe de la paroisse ici à Sainte-Thérèse, et puis c'est un Péruvien. Parce que maintenant, le Québec, on est un endroit où les missionnaires, on a besoin de missionnaires. Absolument. On vient vous évangéliser. Et ils viennent pour nous évangéliser. Puis je l'ai rencontré par hasard comme ça ici. Puis je jasais avec lui. C'est un chic type. Puis il me disait, la clé du paradis, j'ai dit, cherchez pas rien, là. La clé du paradis, c'est le pardon. Si on apprenait à se pardonner à soi-même et aux autres, des problèmes, des guerres, il n'y en aurait plus. Il n'y aurait plus de bataille, puis de chicane ou de tout ce que vous voudrez, ça n'existerait plus parce que on vivrait vraiment dans le bonheur, dans l'amour. Et pour moi, si tu vas aller au paradis, commence par pardonner. Si on était capable de tendre l'autre joue quand la première a été giflée. Jean-Ernest, je plaisante. Peut-être que tu vas un peu loin.
Vas-y. Mais et c'est peut-être dommage aussi que cette sagesse-là vient au moment où on s'assagit parce qu'on voudrait être sage très jeune. Non. Nos erreurs, on les fait surtout dans nos jeunes âges, n'est-ce pas? Mais que voulez-vous, c'est déjà un bon pas parce que Jacques a dit que on ne fait pas un vieux con avec un jeune. On ne fait pas un jeune sage avec un jeune con, n'est-ce pas? Mais on pourrait, on serait tellement mieux si on avait cette sagesse-là. Et cette sagesse-là aussi, c'est de reconnaître que nous sommes faits la finalité, comme on a dit tout à l'heure là, de la vie. C'est comme ce qui crée le divorce, ben c'est le mariage. La finalité de la vie, ce qui crée la mort, ben c'est la vie. Hein? On est là pour... Et moi, c'est ce que Jean-Emmanuel a dit tout à l'heure, qui a retenu mon attention, qu'il fait tout pour ne pas penser à la mort. Est-ce que je vais prendre un temps? Non. Non. Okay, me laisse-moi terminer. Tu rapporteras la précision. Vas-y. Est-ce que je vais prendre un temps dans mon salon, me privant de télévision ou d'une autre distraction pour penser à la mort? Non. Mais dans des circonstances bien précises, je vais faire ça. Imaginez que j'ai été opéré aux yeux il y a à peine 2 mois, 3 mois. Pas vrai? D'abord un œil et ensuite l'autre. Bon. Et c'est la première fois que j'allais rentrer dans une salle d'opération où on va me mettre sur mon lit et rouler le lit jusqu'à... Alors moi j'ai pensé, avec les yeux fermés volontairement, parce que je n'avais pas de dispositif m'empêchant de regarder, les yeux fermés, j'ai pensé volontairement, mais c'est comme ça. Quand tu seras mort, Jean-Ernest, on va te rouler jusqu'à l'hôtel parce que tu iras à l'église, mais tu y penses, les yeux fermés. C'est une situation qui va arriver à un moment ou à un autre. Et à ce moment-là, tu n'auras pas conscience, mais aujourd'hui, on te pousse vers une salle d'opération, mais dans le fond, quand on va te rouler vers ta dernière demeure, ce sera à peu près la même chose, sauf que tu seras inconscient. Donc, tu penses à la mort, d'une certaine manière. En tout cas, moi, je ne pouvais pas éviter de penser à ce moment-là qui viendra un jour ou l'autre. Exactement. Non, mais attends, Jacques, attends un moment. Oui. Et pour préciser, penser à la mort, et tu viens très bien, je ne vais pas à l'encontre de ce que tu as dit. C'est-à-dire, quand j'ai dit penser à la mort, c'est un peu ce qu'on disait au début, ce que toi tu disais ou Jacques, au début, c'est-à-dire la personne, c'est toi qui le disais, la personne a une annonce, ok? La personne a une annonce, un diagnostic difficile, et puis la personne arrête de vivre et pense à la mort. Comme tu as des gens, et je crois que l'expérience que Jacques et moi avions vécue différemment. Jacques, par exemple, a réussi à passer à travers et en parle avec plus de facilité. Parce que pour lui, c'était... Parce que les enfants de Jacques sont Jacques était préparé, ça fait longtemps. Un jeune homme comme toi, non, jamais on sera prêt à mourir parce que les enfants sont jeunes. Là, ça, c'est une autre difficulté. Ouais. Effectivement, on n'a pas la même réaction quand on nous annonce un cancer quand on a 40 ou 50 ans que quand on a 70 ans. 16 ans. Et c'est pas pareil du tout parce que moi je suis à mon 3e cancer. Ouh là là. Et puis les 2 premiers, j'ai fait une révolution pour avoir des traitements tout de suite. Là, j'étais prête à tuer quelqu'un presque. On m'a donné des traitements. Ouais. Mais, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que moi, on m'a dit à un moment donné, ma date de préemption, c'était juillet 2023. OK. Ben, je vous avise qu'on est rendu en août
Fait que j'ai déjà dépassé ce qu'on m'avait... Et quand tu es pris avec une patente comme ça, là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un masque hein, qui est fait à ton modèle, puis on voit ici, tu as comme des clous, des... Ici, comme un filet. Si vous voyez, puis là, tu es pris... T'es cloué sur une table avec ça, puis tu en as pour une vingtaine de minutes. C'est pour les traitements de radiographie à chaque jour. Radiothérapie? Oui, radiothérapie. La radiothérapie, oui. Okay. Et dans un cas comme ça, parce que c'est pour la tête, il ne faut pas que tu bouges, t'es vraiment... Et la première fois, j'ai fait presque une crise d'anxiété. D'anxiété, là, on a arrêté, puis là, on vient te calmer, mais faut que tu reprennes naturellement. Et quand tu es là pendant une vingtaine de minutes, pendant un mois et demi, tu as le temps de penser. Tu penses là, plus que tu n'as jamais pensé des 70 ans avant, juste dans un 20 minutes. Imagine-toi, tu fais ça à chaque jour. Fait que tu as le temps peut-être d'aller chercher des choses puis de voir des choses différentes. Et là, tu penses à ce que tous et chacun t'ont dit, et aux livres que tu as lus. Moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'il y a bien des choses que je me rends compte qui sont là, que c'est vrai, mais que j'aurais dû me rendre compte quand j'avais 20 ans, 30 ans, mais qu'on ne parle pas de ça parce que c'est tabou. Même encore aujourd'hui, avec mes enfants, je rencontrais... mes enfants, hier, c'était la fête d'une de mes petites filles hier soir pour le souper. Et puis, pour eux autres, là, c'est tabou, là, tu sais, que tu dises, tu peux pas parler de ça. Tu peux parler de ta maladie, mais pas du fait que tu vas les quitter. Pourtant, la maladie va t'amener là. Tu sais, moi, je le sais, là, je suis comme condamné. Je sais que la maladie va m'amener là. Mais ça serait le fun si on pouvait s'asseoir en famille puis d'en jaser. Mais peut-être. Là, j'en jase avec vous un peu plus. Mais pour moi, là, ça serait justement un excellent sujet d'émission que tu pourrais faire. Jacques, à CPAM, qui est très spécial par rapport aux autres. Là, comme, mais peut-être, Jacques, il y a toujours un moyen d'amener un sujet. Parce que quand on est jeune, 7-8 ans, on n'a pas cette expérience-là, et tant mieux, n'est-ce pas, du départ, parce qu'on pense surtout. Et moi, j'ai vraiment aimé, là, c'est une parenthèse, hein, celui qui m'a fait prendre conscience de la vie et de la mort, comment on vient au monde avec les deux poings serrés, et on pleure, on est fâché, puis on est prêt à... Comment défendre l'eau, comme Jacques a dit tout à l'heure, là. Tu es quelqu'un. Ben oui, tu es quelqu'un. Ben, quand l'enfant vient au monde, là, c'est les deux poings serrés, hein. Absolument. Et il crie, hein, et puis il est fâché, et puis bon, là. On l'a dérangé de son univers. Il est prêt à se battre, etc. Et quand on va mourir, on n'a jamais vu quelqu'un mourir avec les deux poings serrés. Parce que, bon, tout est fait, et puis voilà, on s'en va. Mais oui, pour aborder le sujet, c'est avec de plus jeunes. Il devrait y avoir une façon, parce que les jeunes doivent savoir qu'à un moment donné, eh ben, grand-papa va partir, et puis tout le monde va partir. On n'est pas là pour rester éternellement sur cette terre. Mais de donner une date, ce serait peut-être plus difficile. Et ça me permet de vous conscientiser sur la question de l'aide médicale à mourir. Absolument. Est-ce qu'on est prêt, tout le monde? Est-ce que tout le monde est au même point par rapport à cette nouvelle façon de voir la vie ou de voir la mort, n'est-ce pas? De décider du jour où on doit partir, de l'heure à laquelle on doit partir, etc. C'est peut-être un petit peu plus fancy, un petit peu plus sophistiqué, mais moi, je ne suis pas prêt. Moi, je suis prêt. La première chose qu'on m'a dit lorsque je suis arrivé en soins palliatifs, c'est qu'on m'a dit, à partir de maintenant, M. Bourgeois, vous êtes éligible à l'aide médicale à mourir.
Bon. Et là, ça te donne un grand coup, mais ça ne change pas grand-chose. Sauf que ça veut dire que lorsque tu vas trop souffrir, lorsqu'on ne pourra plus te soulager, C'est ça. plutôt que de souffrir et que la mort va être assez imminente, là, tu vas souffrir 2-3 semaines de plus des souffrances atroces, ben on va arrêter ça tout de suite. C'est juste ça que ça veut dire, dans le fond. Et c'est ce que et c'est pour ça, moi, j'ai dit que j'étais prêt, parce que j'ai toujours dit qu'il y a une dégradation que je ne souhaite pas pour moi et que je ne souhaite pas imposer aux autres non plus. Et je viens de faire l'expérience sans l'aide médicale à mourir. Je viens de faire l'expérience avec papa, qui était en forme. Il est parti, il ne souffrait d'aucune maladie chronique. En dehors de crises assez régulières de vésicule biliaire, etc. Il n'avait pas de diabète, il n'avait pas de problème artériel, tension artérielle, etc. Il était en forme jusqu'à ce qu'il fasse une pneumonie. Il faut toujours, dans ces âges-là, une chose pour... De ces grands âges, un petit élément pour faire tout déraper. Et à partir de cette pneumonie, ça a commencé à se dégrader, il ne se lève plus et il faisait malgré tout seul. Il y a 3 semaines, il ne pouvait plus se lever pour aller faire ses besoins à la toilette. Et Jean-Ernest, les premiers jours où on a dû le nettoyer, il a arrêté de parler. Ah oui. Pour lui, que c'était de l'indignité. C'est on perd notre dignité. Et c'est ça. Et après ça, comme c'est arrivé avec des enfants, quand on les force, par exemple, à aller faire caca, c'est ça, il a arrêté de manger. Oh. Et il est parti 1 semaine et demie après. Papa a arrêté de manger malgré le fait que ma soeur lui donnait du sérum, etc. C'est-à-dire, et c'est comme ça qu'il est parti. Et ça s'est terminé par une crise cardiaque, tranquillement dans son sommeil. Tu sais, mais ce sont des choses qui te marquent. Et pour revenir à cette question de l'aide médicale à mourir, c'est vrai que dans certains cas, l'acharnement dans la souffrance ne veut plus rien dire. L'acharnement, ce n'est pas... c'est souvent, et c'est peut-être la raison pour laquelle il faut parler aux gens qui vont rester. Parce que des fois, tu es prêt, Jacques, à partir. Tu es disposé à partir. Tu ne veux plus souffrir. Mais les autres ne sont pas prêts. Et c'est eux qui vont alimenter l'acharnement aussi de la médecine. Tu comprends? Non, mais tant et aussi longtemps que toi, tu es en mesure encore avec le discernement dont Absolument. Tu dis que tu veux pas de ça. Dont tu disposes, n'est-ce pas? Tu dis que tu ne veux pas de ça, tu signes, tu prends les dispositions pour se faire, et bien ça va se faire et les autres n'auront pas d'emprise là-dessus. C'est ça. Mais moi, c'est peut-être l'aspect que je n'arrive à l'aspect de cette de vie, hein, n'est-ce pas? Parce que ça fait partie aussi de la vie, la mort, et aujourd'hui l'aide médicale à mourir, que je ne peux pas prendre le temps de regarder concrètement. Et là, Jacques vient de donner l'explication. Effectivement, arriver à un stade donné d'une maladie et que tu arrives et qu'on te dise, là, tu es rendu au stade où tu peux choisir. Mais on te donne l'explication, effectivement. Pas là, aujourd'hui, que tu dois choisir, mais tu peux choisir. C'est pour le cas où tu souffres beaucoup. En souffrant beaucoup, tu dois savoir que tu peux abréger cette souffrance-là. Plutôt que de vivre 12 jours de plus, tu peux en vivre 6, hein, et arrêter de souffrir avec l'aide médicale à mourir. Plutôt que voilà. Hein, dans le fond, c'est une chance. Mais quand on te le dit, là, c'est un coup de masse dans le front. Oui, oui. Sur l'heure, oui. Mais ça prend quelques jours, disons, à digérer ça. Puis quand on y pense, on dit, ben, c'est une bonne chance que j'ai. Parce que absolument. ça va arriver dans 5 mois ou dans 5 ans, je ne sais pas.
Mais quand ça va arriver, ça sera là. Absolument. On prépare, on monte ton dossier. Mais dans tout ça, il y a quand même des bonnes nouvelles, juste pour vous dire où on peut prendre notre courage. Des fois, j'ai passé des tests là, à n'en plus finir. Et je sais que dans certains cas très, très rares, en plus d'être 1 sur 3 millions, ce cancer-là, normalement, il ne fait pas de métastase. Excepté dans des cas très, très rares. Encore plus rares, ça serait une chance sur 100 millions. OK. Mais moi, je n'ai pas de métastase. C'est-à-dire que c'est lié, c'est limité. C'est localisé, c'est localisé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas un cancer. C'est une bonne nouvelle parce que je vais paralyser de la figure. Peut-être un jour, je ne pourrai plus parler. Je me mettrai sur le Zoom, je vous enverrai la main. Mettons, on apprendra à faire des messages. Mais d'ici à ce que ça arrive, je vais en profiter et vous aussi, j'espère. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a quand même des bonnes choses. Donc, Jacques, ce n'est que prévu. Mon but, c'est de battre tout ce que les médecins me disent, c'est-à-dire de dépasser leur pronostic. Ouais. Déjà, ils m'avaient dit c'était juillet 2023, mais on est rendu en août, j'ai gagné une bataille. C'est ça, absolument. J'ai un défi de remplir. Il m'en reste d'autres à remplir. La guerre se gagne, Jacques, de bataille en bataille.